La rage de Gaban va enfin exploser face aux Chevaliers Divins et à leur acte barbare sur Elbaf. Le prochain chapitre annonce un affrontement inévitable entre le frère de Roger et Summers qui dirige d'une main de maître la capture des enfants. Yo les bros, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review sur le chapitre 1147 de One Piece. Encore une fois, que cache Gunko et l'étrange échange qu'elle a eu avec Brook qui semble l'avoir reconnu. Nous allons analyser tout ça et bien plus dans cette vidéo, alors installez-vous confortablement. Les gars, j'ai un truc très important à vous dire. La semaine prochaine, il y a une pause de One Piece. Alors ce qu'on va faire, c'est une grosse vidéo sur One Piece dans sa globalité. Vous allez bombarder de questions dans les commentaires, vous demander ce que vous voulez, des théories, des avis, des critiques, peu importe. Posez vos questions. Je vais récupérer un max d'entre elles et j'en fais une grosse vidéo où je réponds justement à un maximum d'entre vous. Si possible, j'aimerais bien répondre à tout le monde. Je sens que ça risque d'être chaud s'il y en a plusieurs centaines, mais écoutez, on va essayer quand même. Par contre, s'il vous plaît, évitez les gros pavés de 3 pages. Allez-y, c'est la première fois que vous avez le droit de vraiment spam dans les commentaires comme ça. La semaine prochaine, on aura une vidéo giga complète sur les sujets que vous avez décidés. Ça va être énorme, j'ai vraiment hâte. C'est bon, on peut commencer cette review, bien sûr, pendant que vous lâchez votre petit commentaire. N'oubliez pas au passage de mettre un petit like et d'ouvrir Twitch dans un de vos onglets parce que ce soir, live à 20 h avec Nina pour débrief le chapitre et demain, la rediff sera sur la chaîne Gojiwara. On change pas les bonnes habitudes. Écoutez, c'est tout bon, c'est y part. On commence par apprendre direct de la bouche de Zoro qu'il connaît les Chevaliers Divins, mais surtout qu'on ne peut pas les battre car ils sont immortels. Du coup, dès maintenant, ça répond à la question de la semaine dernière après que Gunko se soit régénéré. Comme les Gorosei, ils sont tous capables de le faire. Voilà, pas de jaloux, tous des gros relous à pas vouloir canner quand on les coupe en deux. Également, la qualité est catastrophique, mais les Dendenmushi qu'ils utilisent pour communiquer entre eux dévoilent un symbole assez similaire au brassard sur le bras de Gillingham et Summers. On peut dire que c'est officiellement le symbole des Chevaliers Divins et peut-être aussi le symbole de la fameuse marque pour traverser les abysses. Sinon, grande et désagréable surprise, les Mugiwara ont été kidnappés, en tout cas le groupe de Nami. On va pas râler davantage sur leur infériorité terrifiante pour un équipage d'empereur, mais j'avoue que j'aurais pensé voir un Jinbei plus combatif et moins facilement capturé que ça. Encore une fois, ça a été fait en off, c'est un peu chiant aussi, mais le résultat est là, il n'a sûrement rien pu faire face à Gunko. Pardon, mais c'est pas... Je me pose la question, mais Jinbei c'est pas le plus puissant homme-poisson actuel? C'est pas un ancien Shichibukai parfaitement entraîné aux diverses formes du haki? C'est pas celui qui a réussi à balarguer Big Mom ou one-shot Husu? Non? Ok, parce que soit je sous-estime grandement les Chevaliers Divins, soit je surestime vraiment de fou Jinbei, parce qu'à mon humble avis, ça aurait mérité une scène où on le voit combattre, et surtout une scène où il résiste un minimum. Parce qu'en plus d'avoir été capturés, ils ont l'air d'être frais comme des gardons. Pas une trace de sang ou de blessure, donc soit Gunko est absolument divine pour capturer les gens sans laisser de traces, soit ils ont vraiment mais pauvrement combattu. Non mais oui, je sais, je le sens aussi, je suis un petit peu salé avec les Mugiwara en ce moment, ça me dérange pas qu'ils se fassent choper, voilà, c'est comme ça, c'est plutôt comme ils se font choper qui m'agace le plus. On a l'impression que seul le capitaine et Zoro représentent une vraie menace, ça rend fou, alors que normalement, c'est pas censé être le cas. Je veux dire que l'équipage de l'empereur Luffy, c'est pas l'équipage de l'empereur Baggy avec Alvida et Mr. Sri. Pourtant, aller voir saucissonner comme ça, on pourrait le croire. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, je sais pas si je sous-estime ou surestime les uns ou les autres. Donc on va attendre de voir le vrai potentiel de Gunko pour en juger, car en toute franchise, elle semble être aussi plus forte que l'idée que je m'en faisais au tout début. Bref, faut quand même que l'équipage d'un Yonko se réveille parce que leur capitaine, lui, il inspire la terreur. Et oui les gars, Luffy est craint comme un Yonko, ça y est, son titre parle à la place de lui-même. Ce sont les mêmes réactions lorsqu'à l'époque, il craignait la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche, ou qu'il guettait leur déplacement. Les Yonko sont les plus grands pirates des mers et Luffy en fait aujourd'hui officiellement partie. On a tendance à l'oublier avec l'équipage de Pignouf qu'il se trimballe, mais l'influence de Luffy ne fait que grandir. Ça se ressent dans sa puissance, oui, mais aussi et surtout au niveau de ses relations. Parce que là, il est allié aux géants, ok, il a une flotte énorme de plusieurs milliers de personnes, ok, on le sait. Mais ce n'est pas tout. Luffy doit sûrement avoir un tas de fanatiques éparpillés dans le monde que l'on ne connaît pas. Sûrement plusieurs milliers de personnes rêveraient d'être sous les ordres d'un empereur, lui, en l'occurrence, celui qui a défait Kaido. Je me demande alors quand et comment, mais je suis à peu près certain que la flotte officieuse des Mugiwara est beaucoup plus grande qu'on ne le pense, tout comme on n'aurait jamais pensé autrefois que Luffy avait un fan comme Bartholoméo qui aurait été prêt à tout pour lui. Ok.
Alors maintenant, parlons de Brook et de Gunko. Sans énorme surprise, elle a voulu faire de lui son esclave musical, ce que ce dernier a bien évidemment refusé. Là où ça devient intéressant, c'est que Brook a au préalable senti ou reconnu quelque chose chez elle. Donc la question est évidente, mais qu'est-ce que le Soul King a bien pu remarquer? Difficile d'avoir une seule hypothèse précise, on va sortir plusieurs possibilités. Il pourrait la reconnaître en tant que fan. Brook est devenu une superstar pendant les 2 ans d'Ellipse. Il a sorti un disque, il a fait des concerts, bref, il a rencontré bien plus de monde que tous les autres Mugiwara pendant ce laps de temps. En tant que rockstar, Brook devait évidemment avoir des groupies, et Gunko semble en être une, vu que sa chanson préférée est New World et qu'elle souhaite dans ce chapitre le soumettre et en faire son esclave. La première hypothèse serait alors que Brook reconnaît en Gunko l'une de ses groupies durant les 2 années d'Ellipse. Elle s'est déjà rendue à ses concerts et lui aurait fait dédicacer des photos, des trucs comme ça. Bref, une vraie fan. Vous allez me dire que ça fait un trop gros contraste avec ce qu'elle est aujourd'hui et qu'un chevalier divin se mélangerait pas au bas peuple comme ça. Et je suis assez d'accord. Il y a un problème et ce problème pourrait être résolu si Gunko a été transformée pendant l'Ellipse. On sait rien d'elle, si ce n'est qu'elle n'est pas vraiment une sainte comme les autres. On sait aussi que les chevaliers divins ne sont pas systématiquement des dragons célestes vu qu'ils ont tenté de recruter Loki qui n'en est pas un. Alors on peut se dire que les chevaliers divins se composent de personnages importants peut-être issus d'une certaine noblesse et que c'est le cas de Gunko. À l'origine elle était normale, bien que potentiellement supérieure aux autres, tout en étant issue d'une famille royale et qu'elle fut recrutée chez les chevaliers divins peut-être même contre son gré. Elle aurait subi une métamorphose complète, peut-être un véritable lavage de cerveau et ne serait qu'une Sindri bis de Thriller Bark, un être qui n'est plus que le reflet de ce qu'il était. Brook aurait reconnu cette femme en tant qu'ancienne fan, une ancienne groupie qu'il aurait alors suivie lors de ses nombreux concerts. J'aime bien l'idée, histoire de rattacher à la fois les 2 ans de débauche de Brook et la passion de Gunko pour sa musique tout en expliquant la bizarrerie autour de sa personnalité. Ce n'est toutefois pas la seule possibilité. La deuxième hypothèse, on reste sur le bail de l'Ellipse. Rappelez-vous, Brook a été envoyé par Kuma sur l'île de Namakura, là où se déroulait un rituel d'adorateur du diable qui tentait de l'invoquer. Alors hasard ou non, malchance ou pas, Brook est arrivé au même moment après avoir été téléporté par Kuma. C'est là-bas qu'il rencontrera une femme blonde qui priait pour se venger des Lombra ayant pris tout ce qu'il possédait. Du coup, la théorie serait que cette femme soit Gunko, mais encore une fois, après avoir subi une transformation. Là où c'est très intéressant, c'est que ça fait lien avec les chevaliers divins puisque les adeptes de Namakura utilisaient le même principe de pentagramme pour invoquer le diable qu'utilisent les chevaliers divins et le Gorosei pour se téléporter. Mais surtout, et avec du recul, Brook est celui pour qui le lieu de l'Ellipse avait en fait le moins de sens. Zoro, Sanji, Nami, même Usopp, ils étaient dans des endroits logiques pour évoluer dans leur élément. Pareil pour tous les autres, que ce soit Robin, Chopper ou Franky, tout était logique, ils étaient dans un environnement propice à l'évolution de leur spécialité. Sauf que Brook, pas tant que ça en fait. Justement, pendant 2 ans, il s'est fait asservir par les Lombra et c'est lui qui a évolué grâce à sa musique en la proposant. Il n'a rien appris de particulier grâce à eux qui étaient juste en fait des businessmen quoi. Donc là, je vais vous dire une petite folie, mais si en fait, depuis le début, Brook n'était pas du tout censé arriver sur Namakura. Kuma devait l'envoyer ailleurs, peut-être dans un pays où la musique était pour le coup vraiment importante, à la Elegia comme dans One Piece Red, mais que l'invocation des adeptes de Namakura ont attiré Brook au même moment, sans le vouloir, en plein milieu de son voyage. Par conséquent, on pourrait en savoir plus sur lui, sur cette partie de l'Ellipse, et sur cette femme qui aurait été recrutée par le gouvernement mondial pour des raisons qui nous échappent encore aujourd'hui. D'ailleurs, cette tenue si étrange que porte Gunko serait aussi liée au fait que Brook ait demandé à voir la culotte de la femme lorsqu'il est arrivé sur l'île, ou du moins lorsqu'il a été invoqué. C'est assez barré dit comme ça, mais honnêtement, j'aime vraiment l'idée. Une fois encore, faut vraiment imaginer que la réaction de Brook vienne qu'il la reconnaisse. Et du coup, dernière hypothèse à ce sujet, une idée qui me plaît là encore énormément, Brook reconnaît en elle quelqu'un de l'époque où il était chef de la garde royale d'un royaume de West Blue. Il avait une vie à cette époque-là, il avait peut-être une femme ou un crush, je n'en sais rien, mais il n'a pas vécu de 20 à 30 ans là-bas sans avoir de relations sociales. Surtout vu la place prestigieuse qu'il avait, et depuis que nous avons découvert et compris que les chevaliers divins peuvent utiliser la régénération, peut-être qu'ils ont eux aussi, ou pour certains du moins, une immortalité, une jeunesse quasi éternelle. Garling est un très mauvais exemple, vu qu'il a vieilli, mais sait-on jamais. En tout cas, ça collerait bien avec la réaction de Brook, qu'il soit choqué et qu'il trouve ça impossible que cette personne qu'il connaissait autrefois soit à la fois encore vivante, mais surtout dans cette situation-là. Surtout que la semaine dernière, on était les premiers à trouver ça bizarre qu'ils connaissent les chevaliers divins. Peut-être que tout ça fait lien, peut-être qu'il connaît quelqu'un s'étant fait kidnapper par les dragons célestes à travers les chevaliers divins, et cette personne serait Gunko ou même sa mère ou sa grand-mère. N'oublions pas que Ginny a subi exactement la même tragédie. Elle a plu à un dragon céleste
West et a été kidnappé par on ne sait qui. Or, moi je suis sûr à quasiment 100% qu'il s'agissait d'un chevalier divin, c'est l'un d'eux qui l'a kidnappé. Ça doit pas être une exception. Depuis 800 ans que les dragons célestes font ce qu'ils veulent, il y a dû avoir des humaines kidnappées par eux, bien avant Ginny, et Gunko en serait la preuve, elle ou une membre de sa famille que Brooke aurait connue. Voilà, comme d'hab on verra, mais franchement j'aime étonnamment beaucoup imaginer toutes ces théories autour de ce très surprenant duo. Bon alors en fait il y a encore un dernier petit truc chelou chez Gunko dans ce chapitre, là je sais pas si c'est justifié ou si j'ai juste carrément mal compris la scène, mais après avoir frappé Brooke, elle semble toucher son cœur, comme si elle avait une douleur. On pourrait penser que c'est la réponse de Brooke qui l'a vexée, mais j'ai quand même l'impression qu'elle souffre de quelque chose, ce qui est assez paradoxal vu qu'ils sont censés être immortels. Est-elle malade? Est-ce juste son ego qui est touché? Je dois avouer avoir une mini théorie que je trouve assez intéressante, c'est que les bandages dont elle se recouvre cachent des signes de la maladie des écailles de saphir. Oui, cette même maladie qui a tué Ginny après l'avoir contractée à cause des diverses expériences et médicamentations administrées par Saturne lorsqu'elle fut sur Marie-Joise et qui sera malheureusement héritée par Bonnie. Je vous dis ça car si on oublie les théories que je vous ai citées aujourd'hui et qu'on se base sur la vraie seule que j'ai pu vous faire sur Gunko, à savoir qu'elle est l'une des expériences de Saturne, eh bien on pourrait découvrir que sa mère était l'une des 7 autres maîtresses du dragon céleste qui avait Ginny en 8e épouse. Et en gros, vu qu'elle est immortelle, eh bien la maladie de Gunko n'évoluerait pas vraiment, mais elle en subirait quand même toute la douleur que ça génère, même si le haut de son corps est ironiquement plus couvert que les autres chevaliers divins. Voilà, et ben écoutez, dites-moi si vous aussi vous avez pensé qu'elle souffrait d'un truc en particulier ou si je suis le seul gros blaireau qui s'est fait des films. Quoi qu'il en soit, on a largement assez parlé d'eux, il est l'heure de passer vite fait à la suite. Pour résumer grossièrement, Somers fait une annonce à tout Elbaf expliquant qu'ils ont 10 gamins qu'ils vont sacrifier si jamais ils n'effectuent pas un auto-da-fé sur l'île, à savoir la destruction de la bibliothèque et de l'école, ainsi que jurer allégeance aux chevaliers divins. Normalement, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ils veulent ça, mais en tout cas, l'idée est de stopper net le pacifisme des géants instauré par Harald pour faire d'eux dans le futur des mercenaires du gouvernement mondial. Pas ouf l'ambiance, on va pas se le cacher, on va voir tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on voit les autres villages d'Elbaf réagir à cette annonce, dont un village de chasseurs et un village d'artisans. Notez qu'il s'agit du village nord-ouest et sud-ouest, mais surtout que le village principal d'Elbaf avec le château d'Harald et tout là, c'est le village ouest. Ce qui veut dire que pour l'instant, nous n'avons découvert que la partie ouest d'Elbaf, il doit rester également 2 ou 3 villages de l'autre côté, dans la partie est du coup. Si chacun des villages a une fois encore un thème ou une catégorie, comme les chasseurs et artisans, alors il se peut qu'on découvre un village de Thrall ou de Thrall, des esclaves dans la société viking, ou bien encore un village de vrais guerriers, ou au contraire de savants, enfin bref, vous avez capté l'idée, une autre part de la société des guerriers nordiques. En tout cas, c'est très cool de voir les différentes tribus et villages dont on entend tant parler depuis le début en fait. Maintenant, du côté des monstres, il y en a de nouveaux. Plein de nouveaux monstres issus de cauchemars qui pop, dont les femmes de certains géants, ce qui, je dois dire, m'a bien fait rire. Finalement, géant d'Elbaf ou non, on a tous les mêmes peurs. Hein. Non mais moi, il y a un monstre sinon qui m'a intéressé en particulier, je vais pas tous les passer en revue parce qu'un peu flemme, mais celui-là, l'espèce de chimère chelou, m'a donné un sentiment de déjà-vu. Il ressemble étrangement à la créature apparue sur les tories de pierre au chapitre 101, dans la montée de Rivers Mountain. Alors faut quand même faire appel à son imagination, hein, mais je trouve que parmi les créatures de One Piece, c'est celui qui ressemble le plus, surtout que là, le monstre d'Elbaf, c'est une pensée, une peur, un cauchemar, donc ça peut potentiellement représenter une créature du folklore de One Piece et de sa légende qui effraie les jeunes pousses d'Elbaf. Et concernant l'animal sur le Tori, là, c'est pas non plus un truc dessiné au pif qu'Oda a fait, ça a un sens, un vrai sens qu'on n'a pas encore, mais ça ne saurait tarder. Cette créature a potentiellement un lien avec l'ancien royaume et les rois des mers, et peut-être que pour la première fois depuis le chapitre 101, nous voyons sa représentation aujourd'hui par l'esprit d'un habitant d'Elbaf. Bien, maintenant focalisons-nous sur la fin de ce chapitre, parce que ok, tout ça c'est cool, mais il faut quand même sauver Elbaf, et Robin et Gaban sont bien décidés à combattre. Là, normalement, Robin va affronter Gunko tandis que Gaban va affronter Somers. C'est assez simple à expliquer. Si Robin risque déjà de galérer face à Gunko, elle a strictement aucune chance face à Somers. Il a littéralement le fruit du démon, parfait pour la counter. Robin a un fruit très puissant. Elle l'utilise super bien, mais toutes les mains qu'elle génère sont comme des extensions de son corps. Et les dégâts qui leur sont causés se répercutent directement sur elle. Je la vois pas affronter un homme épine si aisément, ni d'une façon totalement logique. Non, par contre, elle s'occupera de Gunko. Et ça risque quand même d'avoir une dimension giga intéressante parce que là on a affaire à une Robin qui veut protéger et qui veut se venger du mal fait à ses amis. Et aussi pour la première fois depuis son enfance, elle a l'occasion de sauver la librairie d'Ohara, sa bibliothèque, les livres qui sont dedans, les livres qui ont été récupérés par Zoro. C'est vraiment important alors qu'elle décide de prendre les choses en main avec autant de sûreté. C'est sûrement un signe que même si elle l'emporte pas sur Gunko, elle se battra.
Et elle le fera bien, tout simplement car son dernier véritable adversaire en date, Black Maria, était sensiblement similaire à Gunko. Dans son combat, et vous vous en souvenez très sûrement, Robin avait utilisé deux techniques exceptionnelles, Gigante Fleur et Démonio. Elle apparaissait en modèle géant avec plusieurs bras et se faisait justement immobiliser par plusieurs fils d'araignée similaires au bandage que peut utiliser Gunko. Je sais pas vous, mais je pense que le moment est venu pour réutiliser ces techniques face à Gunko pour la maîtriser avec plus de facilité, voire même de la repousser. C'est d'ailleurs dans un combat pareil, avec une aussi grosse différence de puissance et un tel enjeu, que Robin pourrait potentiellement dévoiler un premier aperçu du haki. Ce qui ne serait honnêtement pas de refus, surtout qu'elle en possède les capacités après avoir tant développé son fruit et appris des techniques du karaté des hommes poissons. En bref, j'ai vraiment très hâte de voir ce combat. Gaban, lui, a aussi un match-up parfait contre Somers. Ce dernier invoque du végétal, des épines, or Gaban possède des haches et coupe tout ce qui passe sous ses lames. Somers sera très vite acculé par l'inefficacité de son pouvoir, mais possède malgré tout une épée et un kanabo qu'il pourrait utiliser dans son combat. Là où ça deviendra particulièrement intense, c'est quand il s'agira de contrer la régénération de Somers. Je vous en parlais encore la semaine dernière et encore les semaines d'avant, mais si Oda décide de suivre le même schéma habituel, alors Gaban fera une Rayleigh. Et Rayleigh, quand il est arrivé sur Sabaody pour sauver les Mugiwara de Kizaru, il a fait quoi? Il a utilisé du gros haki sur son gros panard pour contrer le pouvoir Logia de Kizaru, ce qui a été un déclic par la suite pour l'apprentissage de Luffy à ses côtés et de pouvoir des années plus tard combattre efficacement Kizaru en Gear 5. Alors Gaban arrive non pas pour contrer un quelconque fruit du démon, mais plutôt pour apporter une lumière, une précision sur la vulnérabilité de l'immortalité des chevaliers divins. Avec son haki des rois, il parviendra à trancher Somers et le blesser efficacement pour faire comprendre aux lecteurs et aux protagonistes que c'est le seul pouvoir capable de surmonter leur puissance. Il y a aussi un détail loin d'être anodin que j'ai capté en relisant vite fait l'arc tout à l'heure, c'est que Ripley, c'est une géante, ok. C'est la femme de Gaban, d'accord, mais c'est surtout une professeure d'école. Et le hasard veut qu'elle soit professeure en biologie. Existe-t-il un monde où, en tant que potentielle experte en biologie, et surtout chez les géants avec une culture différente, elle ait étudié le cas de régénération des démons du gouvernement mondial après la demande de Gaban, qu'elle puisse apporter une explication ou je sais pas, une forme de précision utile à la compréhension de ce pouvoir? De toute façon, et même si c'est pas le cas, il est certain que Gaban sait des choses à leur sujet, impossible qu'il en soit autrement, après l'aventure qu'il a passée aux côtés de Roger et surtout en ayant affronté certains d'entre eux sur God Valley il y a 38 ans. Je tiens quand même à préciser une dernière fois que malgré toutes les attentes qu'on puisse avoir envers Gaban, malgré son passé et sa puissance probablement plus que délirante, il ne nous fera jamais l'effet d'un Rayleigh. Non pas parce qu'il est forcément moins fort que ce dernier, mais plutôt car il est moins fort que Luffy et les derniers ennemis qu'il a combattus. À l'époque de l'introduction de Rayleigh, il était bel et bien 100 fois plus fort que n'importe quel Mugiwara ou antagoniste que nous avions pu rencontrer jusqu'alors. Mais entre-temps, tout a changé et plus jamais la différence sera autant flagrante vu que nous sommes habitués à avoir des niveaux de puissance totalement délirants. Vous comprenez où je veux en venir? Ne soyez pas trop dur si Gaban ne nous donne pas la même sensation de supériorité que Rayleigh à l'époque. Les temps ont changé et il ne faut surtout pas sous-estimer l'expérience des anciens. Allez, comme d'habitude, on se retrouve pour notre courrier hebdomadaire. Je réponds aux questions que vous m'avez posées sur ce chapitre. Salut Goji, les chevaliers divins ont peur de Luffy. Est-ce que c'est parce qu'il a un pouvoir capable de les vaincre? Même Gaban ne les effraie pas, Jinbei ne semble pas avoir trouvé un moyen de les vaincre non plus. Merci et continue, t'es le goth de YouTube. Merci mon ref. Alors sauf si je me trompe, les chevaliers divins n'ont jamais parlé de Gaban, si, ou alors j'ai vraiment totalement zappé un truc là, et donc ma faute. Dans le cas où ils ne savent pas qu'il se trouve ici et donc que ça fasse exactement comme Rayleigh sur Sabaody qui apparaît de nulle part pour les attaquer et manifester sa présence, ils seront sûrement très décontenancés de voir une telle légende apparaître devant eux et les combattre surtout. Ça va forcément remettre en question leur plan et leur potentielle victoire, et justement à ce moment-là on pourrait peut-être découvrir que Gaban reconnaît les chevaliers divins puisqu'il a déjà affronté les mêmes par le passé, ça serait ouf. Pour Luffy, s'ils ont peur de lui, c'est pour plusieurs raisons très simples. Comme je le disais, Luffy a la puissance et l'aura d'un Yonko maintenant. Je trouve que c'est sur Egghead où il nous l'a le plus démontré, en n'offrant aucune chance à Lucci et donner cette même sensation face à Kizaru et le Gorosei. En soi, si Luffy n'est pas ressorti vainqueur de ses combats contre le Gorosei, c'est parce que les vieux sont immortels, sinon il aurait emporté et même Saturne s'étonnait de son pouvoir. Puis voilà, Luffy et Nika, alors bon, quand tu sais que c'est le croque-mitaine des chevaliers divins, leur bête noire, tu m'étonnes qu'ils ne veulent rien tenter contre lui, ils n'auront strictement aucune chance. Et puis bien sûr, Luffy a une réputation quand il s'agit de sauver ses amis, la même réputation que Roger avait d'après Garp.
Luffy a affronté le gouvernement pour sauver Robin alors que finalement elle ne venait que de rejoindre l'équipage il n'y a pas si longtemps, ça ne l'a pas empêché de risquer la mort pour elle. Donc c'est la preuve qu'il ne faut pas toucher à ses potes. Et en parlant de mort justement, Luffy a été le seul capable de pénétrer sur Impel Down pour tenter de sauver Ace. Je crois que vous vous mettez pas en fait assez à la place du gouvernement mondial pour vous rendre compte de l'enfer que Luffy doit représenter à leurs yeux. Ça doit être une catastrophe. C'est vraiment ton ennemi qui est là et qui grandit, tu ne peux rien faire contre lui. Donc oui, il y a des raisons d'éviter l'affrontement avec lui, il risque juste d'échouer quoi en fait. Je voulais savoir selon toi pourquoi les yeux de Robin sont devenus comme ceux de Mihawk et Imu. Est-ce que c'est juste une façon de dessiner la peur ou un élément spécifique? C'est vrai que ça fait toujours débat ce genre de scène. À plusieurs reprises, des personnages peuvent avoir des yeux en spirale et hop, on les assimile à Mihawk ou maintenant à Imu. Je dis pas que vous avez tort vu qu'on ne sait rien pour l'instant de l'origine de ces yeux. Par contre, on peut trouver des explications dans les émotions. En effet, la peur, le sérieux ou même la folie peuvent souvent donner cet aspect spirale aux yeux. Alors pourquoi? J'en sais strictement rien, mais si c'est pour approfondir le regard, bah c'est totalement réussi de la part d'Oda parce que ça change effectivement tout le visage. Après, concernant Robin, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est le démonio fleur. C'est pas forcément très marqué, mais avant que cette technique apparaisse, les yeux de Robin changent, pareil quand elle se transforme, donc ça peut y être lié. Surtout que là, elle s'apprête à engager un gros combat, ce serait pas étonnant qu'elle réutilise cette technique, et ouais, donc c'est peut-être le début. Les transformations ont aussi cette tendance. Regardez la fin du chapitre 1044 avec Luffy Nika, là, bah, ça faisait bien yeux en spirale. Donc ouais, je ne pense pas que ce soit un détail très important, ni pour elle, ni pour les yeux en spirale en général, excepté chez Mihawk et Imu, qui est pour le coup vraiment permanent et très marqué quoi. Et en plus ils sont rouges, donc Yo, comment va? Ça va et toi mon ref? Voilà ma question, on n'a toujours pas vu l'apparence normale de Killingham. Penses-tu qu'il est le dernier de sa race comme King et que c'est pour ça qu'on l'a toujours pas vu, ou alors il a rien de spécial, il a juste pas capté qu'il était en forme hybride? Je pense pas que ce soit une race spéciale parce que la créature qu'il incarne est bien celle de son fou du démon, celui du Kirin. Donc non, soit il préfère prendre cette forme parce que je sais pas, peut-être il est moche IRL ou il se sent plus en confiance comme ça, soit parce qu'il est comme Morgan et il reste toujours en hybride parce que c'est une habitude qu'il a prise depuis toujours peut-être. L'idée qu'il ait pas capté qu'ils sont en hybride m'a aussi bien fait rire et c'est pas con du tout vu que Killingham a l'air un peu plus perché que les autres, il a un pouvoir lié au sommeil, il est rêveur, ce serait pas déconnant qu'il soit un peu déconnecté de la réalité, surtout que lorsqu'il est apparu au chapitre 1140 invoqué par Gunko, il était tout affolé, il a même dit être endormi, donc ça se trouve il est dans cette forme sans s'en rendre compte, après s'être endormi lui-même, c'est un peu un Django quoi. Par contre, faut en parler de ça, mais les personnages qui sont perma là, dans leur forme hybride ou animale, ils doivent gérer leur fruit du démon de zinzin, non? Genre à la Dragon Ball où pour améliorer sa puissance et la stabilité de son ki en Super Saiyan, Goku et Gohan restaient dans cette forme là en permanence. Là en vrai c'est plus ou moins la même chose façon One Piece, Killingham utilise son pouvoir en permanence, il doit être hyper à l'aise avec son fruit et peut-être finalement qu'il est encore plus fort que Summers, si bien sûr il y a une hiérarchie entre eux. Donc en tout cas voilà, de ce dont j'ai à peu près la certitude, c'est que c'est pas une question de race, de toute façon le jour où on verra une race différente chez les dragons célestes, les poules auront des dents. Est-ce que la présentation des enfants avec des personnalités vraiment distinctes ne nous tisse pas le futur équipage des géants? Oui, franchement, totalement. J'aime beaucoup imaginer ça. Et ce serait l'équipage de colonne du coup. Pas un équipage forcément de guerriers barbares pour pas perpétuer la tradition violente d'Elbaf, mais un équipage d'aventuriers par exemple, ça serait incroyable. Mais du coup là, cette théorie là, ça vous plaît vous? Toi qui es assis là à regarder cette vidéo, t'es d'accord pour dire que ça n'a rien d'incohérent que ces 10 gosses représentent la nouvelle génération d'un équipage d'aventuriers géants? Voilà, c'est pas non plus le truc le plus improbable au monde. Eh ben dis-toi que par contre, si ça arrive, ça arrivera dans 20, 30 ou 40 ans, afin que les jeunes géants aient le temps de devenir un minimum adulte, puisque je vous le rappelle, leur croissance est beaucoup plus lente que les humains normaux. Et du coup, ça veut aussi dire que si ça se fait, et qu'Oda nous montre les résultats de cet équipage, alors nous aurons d'ici la fin de One Piece un bond dans le temps de 20, 30 ou 40 piges. Et ça, vous savez quoi? C'est une quasi-certitude. Ça remet en question tout le futur de l'œuvre, mais je ne peux pas croire une putain de seconde que le dernier chapitre de One Piece ne finira pas avec un flash-forward de plusieurs dizaines d'années plus tard pour voir l'état du monde une fois que Joy Boy, Luffy, aura levé l'aube. Prenez du recul 5 minutes. À quoi ça servirait de finir sur un Luffy de 19 ans? À quoi ça servirait de finir One Piece la même année qu'il devienne le roi des pirates sans que l'on puisse voir le fruit de la paix dans le monde? On va avoir une avancée dans le temps, on verra tous les enfants rencontrés dans One Piece grandir, dont ce fameux équipage des petits géants, et surtout on verra ce que ça fait la paix dans One Piece. Et vous savez quoi, on le mérite. On a vécu plus d'1 millier de chapitres à voir des horreurs, rencontrer des personnages déchirés par la société. On entend parler des rêves et de la paix depuis le tout premier chapitre. Je peux pas concevoir une fin sans y avoir goûté à cette paix.
J'arrive pas à m'enlever la phrase de Summers de la tête. C'est donc eux les deux survivants d'Ohara, sauf qu'il n'a vu que Zoro et pas Robin. Donc pourquoi dit-il cette phrase, sachant qu'il ne l'a pas encore rencontré? Je vois totalement ce que tu veux dire, et j'ai check tant bien que mal en japonais, et c'est littéralement dit « Le survivant d'Ohara est... » 3 petits points, alors il y en avait 2. Ça change un petit peu le sens de la phrase en français, mais pas tellement que ça non plus, parce qu'en gros, faut juste comprendre que Summers, en voyant Zoro, a réalisé qu'il n'y avait non pas un, mais 2 survivants d'Ohara, donc il n'y avait pas que Robin, mais aussi Zoro, d'où la critique sur la marine juste après, qui a échoué à vraiment remplir sa mission. En gros, il capte pas du tout que Robin est ici, et ça aurait pas de sens qu'il la laisse là dans les cheveux de Zoro. S'il sait qu'elle s'y trouve, il fait juste allusion à la découverte d'un deuxième rescapé d'un Buster Call qui aurait dû tuer absolument tout le monde. Ça me fait d'ailleurs penser aux paroles d'Aokiji à ce sujet. Juste avant la révélation que Zoro était vivant et tout, je me battais bec et ongles pour vous assurer qu'Aokiji avait bel et bien annoncé qu'un survivant d'Ohara existait quelque part dans le monde. Et j'étais vraiment choqué de voir à quel point énormément de personnes ne voulaient pas et ne croyez pas à la possibilité qu'un survivant d'Ohara puisse exister. Pourtant, aujourd'hui, la preuve, elle est bien là. Enfin bref, si vous vous posez la question et si vous voulez la réponse, normalement, Summers n'a pas du tout vu Robin, il mentionne juste le fait qu'en plus d'elle, il existait un autre survivant de ce désastre qui n'était autre que Zoro, présent à ce moment-là sur l'île. Et ben voilà les bros, on a fini cette petite review, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, manifestez-vous en likant et en commentant, surtout que attention, ma proposition tient toujours, la semaine prochaine je réponds à vos questions dans une grosse vidéo théorie-analyse, donc bombardez vos questions, vraiment c'est le moment de le faire. On en parle un peu ce soir si vous voulez, puisqu'on se retrouve à 20 h en live sur Twitch, alors venez follow et follow aussi la chaîne secondaire. J'arrête de vous embêter avec mes histoires, je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à la semaine prochaine les bros. Peace.